Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de La Voix est libre où nous parlons aujourd'hui de la démographie médicale en région Haute-Normandie. La Haute-Normandie est-elle un désert médical, comme on l'entend parfois? Est-ce juste un problème d'organisation? La solution passe-t-elle par ces fameuses maisons de santé qui regroupent tous les services sous un même toit, comme on en a vu l'exemple à Neuchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime? Mais il n'y a pas qu'à Neuchâtel-en-Bray et en Seine-Maritime, il y en a dans d'autres départements, notamment dans celui de l'Eure. Est-on durablement engagé dans un système de maintien à domicile, mais à quel prix et sous quelles conditions? Nous allons continuer à en discuter. Juste avant de nous séparer pour cette fois évoquer l'info, le professeur Tchernikov nous parlait du rôle social, de la dimension sociale des urgences à l'hôpital. Allez un petit peu plus loin dans cette veine, sans mauvais jeu de mots, parce que ça c'est important ça aussi. Alors, la dimension sociale, ça veut dire que dans notre pays, la pauvreté a une place importante. Il y a 10-15% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour des personnes qui sont dans cette situation, se soigner, c'est une difficulté supplémentaire. C'est une difficulté supplémentaire, soit pour des raisons dont on vient de parler, de disponibilité ou d'éloignement géographique de professionnels de santé, mais aussi pour des raisons soit économiques, soit plus profondément pour des raisons même culturelles, c'est-à-dire pour des personnes pour lesquelles la santé passe après l'absence de domicile, l'absence de papier pour certains étrangers, ou encore des difficultés même d'alimentation. Et donc pour ces personnes-là, c'est vrai que les services d'urgence, c'est pas d'avance de frais, c'est-à-dire qu'on peut être soigné tout de suite, même si on attend un peu et sans avancer de l'argent. Et donc, finalement, c'est une sorte de rustine pour des gens qui sont en grande difficulté sociale. Alors, un des thèmes que nous voulions absolument aborder aujourd'hui, c'est ce fameux maintien à domicile. On va en parler plus particulièrement avec vous, Madame Planchon. Ce maintien à domicile qui est devenu une des clés de notre système de santé. L'offre médico-sociale fixée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, est grosso modo de 45 millions d'euros pour la période 2012-2016. J'allais vous poser benoîtement la question, est-ce que c'est suffisant? Vous allez me dire que non. Mais est-ce qu'on est déjà un seuil acceptable ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et bon, alors on sait très bien que la population est vieillissante. On sait aussi que les personnes âgées préfèrent rester quand c'est possible. Bien entendu, quand c'est possible, au domicile, parce que c'est là que se trouvent leurs repères, leur vie, enfin leurs souvenirs, enfin tout est là. Et c'est vrai que la solution que, tout du moins, on essaie de mettre en place au niveau de la DMR, c'est le maintien à domicile, mais avec une pluralité d'intervenants. C'est-à-dire qu'une aide à domicile seule, une auxiliaire de vie, ne suffira pas. Il faudra d'autres intervenants. Et en raison sans doute d'un contexte aussi économique actuel, on se rend compte qu'on demande en effet vous disiez, il est nécessaire d'avoir plusieurs passages, c'est certain. On ne peut pas aller une seule fois dans la journée chez une personne très dépendante. Mais de plus en plus, le temps qui est imparti à l'aide à domicile est raccourci. C'est-à-dire qu'en une demi-heure de temps, on demande à une aide à domicile, je vous donne un exemple, de préparer le petit déjeuner, faire la toilette, arranger le lit, enfin, être disponible. Et on ne peut pas... Enfin, il faut aussi... Enfin, moi, je me dis, quelquefois, ça deviendrait peut-être même de la part d'associations comme la nôtre et de la part de nos professionnels, presque de la maltraitance, quand on en viendrait presque à pas bousculer, mais disons à forcer une personne à aller plus vite que son rythme. Or là, il est certain, on a une demi-heure, et en une demi-heure, tout doit être bouclé. Alors, moi, je vais vous poser la question. Oui. Est-ce que vous recrutez? Ah, alors là, on aimerait recruter, mais il faudrait, si vous voulez, le maintien à domicile, il faut le dire, il y a un gros effort de fait de la part du Conseil général sur le maintien à domicile, puisque le maintien à domicile permet l'aide de l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, ce qui aide grandement les personnes à rester au domicile. Mais c'est certain que les budgets ne sont pas extensibles, on comprend bien.
Mais maintenant, nous avons des professionnels qui sont formés, et c'est nécessaire pour accompagner des personnes dépendantes. Et ces salariés-là, qui n'ont pas des salaires oui, très, c'est la très question que élevés, j'allais vous poser. Est-ce que a... c'est un frein, ça? Est-ce que vous avez des difficultés à recruter parce que les salaires sont très bas? Non, je ne pense pas que ce soit ça quand même. Il y a ça quand même, parce que là, il y a une convention collective qui a été un peu plus favorable. Il y a une volonté de formation professionnelle, de qualification des personnels. Et bien sûr, au regard de ça, il faudrait pouvoir, en effet, payer correctement toutes ces personnes. Claire Roulet, je crois qu'il faut, vous le constatez tous les jours, je crois qu'il faut vraiment saluer le boulot incroyable qui est fait au quotidien par ces gens qui travaillent dans ces associations. Et ça participe de l'allongement de la durée de vie également, quand on peut rester chez soi, grâce au dévouement et au travail qui est fait sur le terrain, notamment de la DMR. Ah bah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on le constate au domicile des patients. Nous, on passe rarement par rapport à vous. Et c'est vrai que on constate vraiment, grâce au travail de ces associations, que les personnes peuvent rester justement à domicile et peuvent se sentir bien et avoir ce dont elles ont besoin pour la toilette, etc. Oui, c'est sûr. Alors ça, justement, dans notre société, on souffre du problème du chômage. C'est la population vieillissante, c'est un gisement d'emploi incroyable, l'aide à la personne et l'aide à domicile. C'est effectivement un gisement potentiel d'emploi. Mais si vous regardez la montée en charge des bénéficiaires de l'APA dont on parlait il y a un instant, vous voyez que le nombre de personnes qui relèvent de cette aide augmente plus vite que le montant financier qui lui est alloué. Et donc, ça explique très bien ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que de plus en plus, on a besoin de faire la même chose en moins de temps, tout simplement parce que les ressources pour y répondre... C'est un problème donc uniquement qu'on comprenne bien la chose. On a les ressources humaines, il y a les patients qui sont là, mais c'est un problème économique. Il n'y a pas de finances, c'est ça. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un système qui, pas exsangue, mais qui est dans une telle difficulté que vous ne pouvez pas avoir les ressources nécessaires pour payer les gens, c'est ça? Oui, c'est cela. D'accord. On va parler un petit peu de la prévention. Ça, c'est votre dada. Je disais tout à l'heure, la prévention est passée par là. Est-ce qu'il y a vraiment, en matière de santé, un parallèle qui peut être fait entre l'allongement de la durée de vie, la qualité de vie et cette prévention? Et en quoi ça consiste, la prévention au quotidien? Alors, en des termes généraux, et puis ensuite, vous nous en parlerez, s'il vous plaît, docteur, pour nous expliquer comment vous, lorsque vous recevez des patients, comment vous faites cette prévention, par quel message ça passe? Si la durée de vie est plus longue, si l'espérance de vie a progressé, c'est en effet en partie du fait de soins plus efficaces et aussi en partie du fait de progrès en matière de prévention. Je pense à la prise en charge de certaines maladies chroniques, par exemple une maladie comme le diabète, qui est une maladie qui peut, soit quand elle est équilibrée, permettre une vie longue et de bonne qualité, soit quand cette maladie est mal équilibrée, vraiment se traduire par des complications et vraiment détériorer de manière considérable. Alors entendons-nous bien, parce que quand on parle de prévention, on dit 5 fruits et légumes par jour, il faut marcher un petit peu, il ne faut pas fumer, il faut boire modérément, il faut faire un peu de sport, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais là vous avez tout bon quand même. Ah oui. Et ça veut dire que il y a dedans en fait des efforts à tous les étages. Il y a des efforts, j'en parlais à l'instant, pour des gens déjà malades, mais stabiliser leur maladie, c'est déjà un objectif de prévention. Il y a des efforts en matière de dépistage pour maintenant plusieurs maladies, pour certains cancers, pour certaines maladies chroniques. Il y a des dépistages qui permettent de prendre en charge des malades avant une forme évoluée, et donc là il y a un progrès. Et puis comme vous l'indiquez tout de suite, il y a dans le mode de vie des comportements favorables, et puis aussi également des éléments de l'environnement. L'air que l'on respire, les aliments que l'on consomme, l'eau qu'on boit, tous ces éléments ont des effets sur la santé. Tous les apports exogènes que l'on subit. Absolument. Et à nouveau, les questions de nature sociale, la pauvreté, la précarité, des logements de mauvaise qualité, un travail pénible, ce sont des facteurs qui détériorent la santé et qui pèsent
dans l'apparition des maladies et dans la durée de vie. Il y a des écarts en matière d'espérance de vie au sein de la population en France qui sont vraiment considérables. Alors si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, la prévention, ça serait bel et bien le premier outil de santé. La prévention, c'est certainement un secteur sur lequel de gros efforts sont à faire. On dispose de constats convergents qui ont été faits par des instances tout à fait respectables dans notre pays. Je pense à la Cour des comptes assez récemment, et qui montrent à quel point, sur ce sujet, nous sommes un peu en retard. Nous sommes très très loin de faire ce que nous savons être efficace, et beaucoup de travail devant nous. Le généraliste aujourd'hui, est-ce qu'il a le temps? Vous me direz, le temps, on le prend si on a envie de le prendre. Mais est-ce que vous, par exemple, vous avez le temps de faire de la prévention? Et comment vous faites passer le message? Donc, est-ce qu'on a le temps? Comme vous disiez, il faut le prendre, ce temps, parce que la prévention, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Comme vous disiez, que ce soit sur des personnes... Si vous les prévenez trop, ce seront des clients en moins après. Hein. Oui, mais bon, ça va. On a pour l'instant largement assez de travail. Mais en fait, c'est vraiment, comme vous disiez, soit sur des personnes non malades, donc c'est-à-dire pour déjà prévenir des risques, comme vous disiez, sur le tabac, etc. Et puis ensuite, sur des personnes malades, par exemple, diabétique, justement, où il faut insister sur vraiment l'équilibre du diabète, sur le respect des soins à faire, etc. Oui, c'est vrai que c'est important d'insister sur la prévention. Rapidement, cette émission touche presque à sa fin. J'aimerais vous demander à chacun d'entre vous quel est son degré d'inquiétude, ou plutôt de confiance, quant à la qualité de notre système de soins en France. Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de mal à être correctement soigné? Un petit mot chacun. Pierre Chernikov. Non, moi je suis assez confiant. Je pense que on a les cartes en main. On a un système avec de nombreux professionnels, peut-être pas tout à fait bien répartis sur le territoire, qui peuvent développer leur coopération. On consacre beaucoup d'argent, même si on n'en a pas assez pour faire fonctionner notre système de soins. Je pense qu'il y a des constats convergents sur les points à améliorer. Je suis très confiant que les professionnels, les patients, les élus, on n'a pas beaucoup parlé des responsables politiques, sauront demain, peut-être après-demain, trouver des solutions efficaces. Agnès Planchon, votre degré de confiance. Alors moi, je suis d'un tempérament généralement confiant, et je veux être optimiste. Parce que je pense que déjà, tout va mieux quand on est comme ça. Et il faut voir quand même les difficultés en face, je pense. Je trouve qu'il y a eu quand même une amélioration du système médical en France, même si on apporte certaines critiques. Et j'ai pu même m'en rendre compte avec une expérience très personnelle, où j'avais certains a priori. J'ai pu me rendre compte de la qualité des soins qu'on pouvait avoir en France quand même. Docteur Roulet, je voulais que vous ayez le mot de la fin, allez, en 20 secondes, parce que c'est vous l'avenir de la médecine. Confiante? Moi, je suis confiante. Je suis confiante, oui, dans l'avenir, justement. Je pense qu'il faut réfléchir un peu sur notre façon de travailler, que ce soit les médecins, que ce soit tous les professionnels de santé, travailler mieux pour travailler ensemble, et tout ça dans l'intérêt, en fait, de la qualité des soins. Merci à tous.